aborder le reste de la matinée la loi cantonale sur l'énergie. Loi qui est actuellement en préparation devant le Grand Conseil. On en parlera aussi après lors du débat politique. Mais actuellement, nous avons la chance d'accueillir M. Joël Fournier, qui est le chef de service de l'énergie et des forces hydrauliques du canton du Valais, donc qui connaît cette loi comme sa poche et peut-être son historique aussi, et qui va nous faire une présentation de cette loi. Et ensuite, de nouveau, on ouvrira les questions, mais surtout, restez aussi à partir de 11h pour le débat. M. Fournier. Merci, Monsieur le Président. Vous me dites si le son est correct, s'il faut que j'éloigne mon micro. Un peu? C'est mieux? Ok. Bonjour, je me réjouis de vous rencontrer si nombreux. Ce sujet de la loi sur l'énergie est bien sûr d'actualité. C'est une situation particulière puisque le Conseil d'État a transmis au mois de mars au Grand Conseil le projet de loi. La Commission travaille actuellement. On s'est vu hier, on se voit encore lundi. Donc moi, je suis tenu au secret de la Commission. Donc je vais vous dire ce que le Conseil d'État a proposé au Grand Conseil. Je ne peux pas vous dire les décisions qui ont été prises. Et on verra si ma voix trahit ou pas ce qui a été décidé. Et puis, il faut que je fasse fonctionner ça, par contre. Voilà. Ce slide permet de me présenter un petit peu. Ici, il s'agit des émissions de la température, de l'évolution de la température sur Terre jusqu'à maintenant et de ce qui est attendu d'ici la fin du siècle. Quand j'ai fini mes études d'électricien en 1989, j'ai directement enchaîné avec un postgrad sur l'économie et la gestion de l'énergie. Et dans ce postgrad, on a parlé déjà à l'époque du potentiel réchauffement climatique. C'était en 1990. En 1990, on était ici. Et on disait déjà, nos profs nous disaient, la température va monter, on émet trop d'émissions de CO2, en 20 gigatonnes par année. Personne ne nous a cru. Moi, ça va modifier ma carrière professionnelle. En fait, au lieu de travailler chez OS où j'avais commencé, au bout d'une année, j'étais au service de l'énergie des forces hydrauliques du canton du Valais pour m'occuper d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable. Dans l'intervalle, on nous a demandé pourquoi on existe, pourquoi on veut faire des économies d'énergie. Pendant ce temps-là, la température est montée. Maintenant, tout le monde s'en occupe, c'est bientôt le moment. Mais regardez ce qui se passe. Les accords de Paris, ils sont ici, à la fin du siècle. Nous, on est déjà là. Et en fait, on voit sur ce graphique, qui a été validé par le comité scientifique du plan climat, qu'on a 5% de chance de rester en dessous de 2 degrés. Et quand on sera à 3, je ne vais pas lire tout ce qui est là-dessus, mais quand on sera à 3 degrés, on aura des risques élevés d'inversion du cycle carbone qui va déclencher une spirale de réchauffement incontrôlée. On aura des sécheresses et des famines pour des milliards de personnes. Donc il est temps vraiment d'agir, bien sûr dans le monde entier, y compris en Chine, mais aussi chez nous, non seulement pour essayer de réduire le problème, mais aussi pour s'adapter, parce que c'est inéluctable. Si on arrive à 2 ou 3 degrés, c'est 10 000 ans de climat qui sont impactés, ce n'est pas juste le climat de l'année prochaine. Maintenant, ce graphe-là, il parle de l'approvisionnement en électricité. Vous voyez, en 2000, donc il montre mois par mois la production avec la composition, avec des centrales nucléaires qui sont en jaune, l'hydraulique en bleu, que ce soit d'accumulation ou au fil de l'eau. Et puis on a la consommation en noir. En 2000, en principe, on exportait tous les mois de l'année de l'électricité. En 2018, et c'est la même chose la plupart des années maintenant, on voit que pendant 6 mois par année, la Suisse est importatrice d'électricité. Et c'est vraiment d'actualité puisqu'on parle aujourd'hui des risques de pénurie l'année prochaine, probablement en fin d'hiver. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Les probabilités sont là. On parle de probabilités. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer la survenance ou pas de cette pénurie. Et l'autre jour, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la peine à se dire il faut que j'économise maintenant pour qu'au mois d'avril, on n'ait pas de problème. Et je pense que c'est la même chose avec ça. Il y a beaucoup de gens qui ont de la peine à se dire il faut que je fasse un effort maintenant pour éviter qu'on modifie le climat pour les 100 prochaines générations. Et je pense que c'est un problème psychologique. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sociologue, mais je pense qu'il y a de ça dans l'air. Maintenant, pour ce qui concerne la transition, ce qu'on essaye de faire
c'est de changer, je vais avoir un problème souvent avec ça, je pense. On essaye, donc là, il y a une projection pour 2050 pour la production d'électricité et la consommation. Donc on voit qu'on potentiellement, si on va assez vite, on aura beaucoup de solaire, ce qui est en jaune, beaucoup de production en été, moins en hiver. Donc on a un problème progressivement qui arrive, c'est celui du stockage de l'énergie saisonnier, pas juste du jour au lendemain, mais saisonnier. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Donc c'est aussi quelque chose que j'ai appris ces dernières années, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des problèmes. Là, je suis en train de parler des problèmes, mais il y a aussi beaucoup de gens qui essayent de trouver des solutions pour les résoudre. Et peut-être ça me permet de dire ceci ici aussi. En 2011, j'ai travaillé sur un message au Grand Conseil pour que le Grand Conseil décide qu'il fallait faire des nouvelles centrales nucléaires. C'était l'époque juste avant Fukushima, c'était en février 2011. En mars 2011, il y a eu Fukushima. Ce message n'est jamais parti au Grand Conseil, puisque le Conseil fédéral a décidé de ne pas proposer de nouvelles centrales nucléaires. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? C'est qu'on a pu mettre en place des mesures au niveau fédéral pour promouvoir les énergies renouvelables. Sans Fukushima, on aurait de nouvelles centrales en construction, mais elles ne nous seraient pas utiles pour cette année, parce qu'elles ne seraient pas encore finies. Le fait qu'on a progressé avec le solaire, pas assez avec l'éolien, a pour conséquence qu'on a un problème moindre que si on avait décidé de construire de nouvelles centrales nucléaires, de mon point de vue. Je ne parle pas à long terme, je parle pour l'hiver prochain, et les quelques hivers qui viennent, on n'aurait pas de nouvelles centrales nucléaires de toute façon. Vous avez déjà vu ce slide? On est plusieurs à bien l'apprécier, manifestement. Juste vous dire que je partage, enfin, les scénarios qu'a fait l'Office fédéral de l'énergie sont à 4 ou 5. Il y a un scénario qui est aussi celui que je préfère, qui est un scénario qui va vers l'électrification, parce que ça permet d'être plus efficace que d'autres scénarios. Mais on n'est pas tous d'accord là-dessus, j'en conviens. Pardon. Ce qu'on voit là-dessus, essentiellement, c'est que le chauffage va être assuré essentiellement par des pompes à chaleur d'ici 2050 si on veut sortir du fossile. Bien sûr, il y a du chauffage à distance qui est alimenté par des rejets de chaleur, par du bois, mais l'essentiel, des fois il faut des discours un peu simplificateurs, l'essentiel c'est des pompes à chaleur. Et il faut aussi des bâtiments bien isolés. On va y revenir là-dessus par la suite. Et puis, en matière d'approvisionnement en électricité, il y a une volonté, une nécessité de produire plus avec l'hydroélectricité, notamment en hiver. Et cette semaine, on s'est réunis 11 services ensemble pour choisir les nouveaux barrages et les rehaussements de barrages à construire en regardant tous les impacts possibles, en faisant des pesées d'intérêt. Et puis, il faut booster absolument le photovoltaïque. Ceci nous amène progressivement à la vision qui a été publiée en 2019 par le Conseil d'État, vision d'un Valais terre d'énergie, où on a examiné si c'était envisageable que le Valais s'approvisionne 100% sur la base d'énergie renouvelable et indigène. Une vision, ce n'est pas un objectif. Hein. C'est est-ce que c'est imaginable de le faire? Oui, en Valais, c'est possible. Alors, je pensais qu'il allait se construire petit à petit. Alors, je vais le construire avec vous. On a 2015, 2060. Quand on a publié la vision en disant en 2060, on va être 100% renouvelable indigène, on nous a dit vous n'êtes pas assez ambitieux. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand même que la perspective énergétique 2050 de la Confédération prévoit qu'en 2050, il y aura toujours et encore du fossile. Et qu'on essaiera de compenser par la capture de carbone. Notre ambition, c'est zéro fossile, c'est une vision, je répète, j'insiste là-dessus, c'est possible d'imaginer 100% renouvelable indigène en 2060. Donc c'est au moins aussi ambitieux que la Confédération. Ce qu'on voit là-dessus, c'est que le bleu, qui est l'électricité, on pense qu'on arrive plus ou moins à le stabiliser pendant un certain temps, parce qu'on a des mesures d'économie d'énergie électrique qui sont possibles. Par contre, au bout d'un moment, avec les pompes à chaleur et la mobilité électrique, ça va devenir compliqué de garder la consommation d'électricité au niveau actuel, donc ça va monter. En vert clair, c'est les sources d'énergie renouvelables qui ne sont pas électriques, c'est-à-dire le bois, le solaire thermique par exemple. Et là, entre ce qu'on avait en 2015 et ce qu'on a sur 2060, je pense qu'on doit à peu près avoir un facteur 3. Il faut arriver à le faire, ce n'est pas si facile. En gris, c'est
les déchets industriels qui sont utilisés par l'industrie elle-même pour produire la vapeur, on n'ose pas faire des projections là-dessus, on a supposé constant. Et puis, en orange, vous avez le gaz et le mazout, donc ce qui sert à produire de la chaleur. Il faut absolument réduire par différentes mesures qui sont les économies d'énergie, l'isolation des bâtiments, et puis après par la substitution par d'autres énergies. Et puis en rouge, c'est les carburants. Les lignes trétillées, c'est la production d'énergie en main valaisanne. En bleu foncé, c'est la production d'électricité. Donc là, il faut juste bien préciser le contexte. C'est clair qu'en Valais, on produit 10 milliards de kilowattheures électriques. C'est qui on? C'est toutes les sociétés, ce n'est pas ce qui appartient aux communes ou aux cantons. Mais ce qui est en main valaisanne, c'est à peu près 2 milliards de kilowattheures aujourd'hui. Avec les retours de concession, avec la progression du solaire, ça va augmenter. Donc on pense qu'autour de 2030 à peu près, on aura sur l'année autant d'énergie électrique en nos mains que ce que le Valais va consommer. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne par mois. Et puis progressivement aussi, on aura l'augmentation de la production par les énergies renouvelables qui ne sont pas liées à la production d'électricité. Tout ça peut montrer qu'à la fin, on a assez d'énergie pour couvrir nos besoins. Et il ne s'agit pas de dire ici qu'on ne veut pas exporter de l'électricité vers nos concitoyens d'autres cantons. On a une responsabilité d'assurer la sécurité d'approvisionnement du pays. Et quelques remarques que j'ai entendues ces derniers temps, quand on parle de pénurie, où on nous dit « il n'y a qu'à garder l'électricité pour nous », c'était au mois d'août, quand on parlait du 1 pour tous, tous pour un, ça m'a un petit peu choqué quand même. Ouais, voilà. Maintenant, quand on s'approche de la loi sur l'énergie, on a eu quelques reproches ou quelques remarques en disant « mais cette loi, elle ne traite pas toute la politique énergétique, elle est trop focalisée, notamment sur le secteur du bâtiment ». Il faut savoir qu'en fait, au niveau de la Constitution fédérale, il y a une répartition des tâches qui est prévue. Et la Confédération doit s'occuper des installations, des véhicules, des appareils. Les cantons doivent vraiment se focaliser sur le secteur du bâtiment. Ça se comprend aussi parce que l'aménagement du territoire, les autorisations de construire sont aussi déposées de compétences des cantons. Donc là, il y a plusieurs législations au niveau fédéral qui montrent qu'on doit s'occuper du bâtiment, on doit le faire de manière aussi harmonisée que possible. On n'a pas de concordat sur le sujet, mais on a des modèles sur lesquels je reviendrai. Et il y a aussi la loi sur le CO2 qui nous invite à faire en sorte de réduire les émissions de CO2. Et c'est aussi ça pour illustrer qu'il y a un cadre légal qui est très très large. Il y a de nombreuses lois qui traitent de l'énergie. Sur la droite, vous avez quelque chose qui figure dans la stratégie qu'on avait publiée en 2013, qui avait essayé d'identifier les différents domaines d'action sur lesquels on pouvait agir. Et puis sur la gauche, différentes législations qui sont en rapport avec ces domaines d'action. Je ne vais pas aller dans le détail, mais prenez simplement connaissance qu'on n'a pas les compétences de tout gérer dans une loi sur l'énergie. Il y a beaucoup d'autres législations fédérales, voire cantonales, quand on parle de la loi d'application de l'aménagement du territoire, qui gèrent ce genre de choses. Et maintenant, j'arrive gentiment à la loi. Je vous ai parlé de... Je suis déçu de comment ça apparaît, mais tant pis. Je vous ai parlé du modèle des prescriptions énergétiques des cantons. Ce modèle, il a connu plusieurs éditions. La dernière date de 2014. On parle d'un prochain modèle dans quelques années. Nous, on est en train d'implémenter celui de 2014. Ce qui peut expliquer que dans notre projet de loi, il y a des éléments qui ne figurent pas dans ce modèle, parce qu'entre deux, il y a eu des évolutions de besoins. Et puis, on est effectivement le dernier canton, quasiment, à mettre en place ce MOPEC 2014, MOPEC signifiant modèle de prescription énergétique des cantons. Il y a des cantons qui ont déjà passé en votation populaire et ils ont perdu parce qu'ils ont essayé à un moment donné d'aller un petit peu trop loin par rapport à la majorité du peuple. Alors voici les chapitres qui se trouvent dans la loi. Je ne vais pas aller dans le détail, je ne vais pas vous lire des articles par la suite, n'ayez pas peur, mais on va parler un petit peu des idées principales. Donc il y a bien sûr, comme dans toute loi, des généralités, on en fixe. Et la chose la plus importante ici, c'est les dérogations. Ça, je m'en suis aperçu. Hein, il faut vraiment... Mais c'est important d'en parler parce qu'on ne veut pas d'un projet de loi
qui rendent les gens pauvres, qui posent des problèmes de financement. On parle d'un développement durable. Vous savez qu'à l'État du Valais, il y a le Conseil d'État a mis en place un groupe composé de chefs de service pour qu'on discute de développement durable. Ça veut dire qu'on discute entre nous des différents intérêts. Et il y a aussi le chef de l'action sociale qui est dans ce groupe. Donc il s'agit de demander aux gens qui le peuvent de faire des efforts et aux gens qui ne peuvent pas de faire ce qu'ils peuvent. Et c'est important de parler de ces dérogations dans ce sens-là. Au niveau de l'organisation, bien sûr, on va parler du rôle du Conseil d'État, du département, des communes, des différents niveaux institutionnels. On va parler de planification énergétique. Donc nous, on a des stratégies, il y a des communes qui ont des planifications énergétiques communales, des planifications territoriales. C'est vraiment important. Moi, ce dont je me suis rendu compte au cours de ma carrière, c'est que les forces du marché étant ce qu'elles sont, il n'y a pas toujours les bonnes décisions qui sont prises et que l'autorité doit quand même, sur son territoire, planifier le développement de l'approvisionnement énergétique, surtout quand on a des contraintes comme on a maintenant et des objectifs comme on a maintenant. Donc, il y a un chapitre sur l'approvisionnement en énergie. Je reviendrai sur certains éléments. Bien sûr, un chapitre important sur l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie dans le secteur du bâtiment, puisque c'est constitutionnellement ce dont on doit s'occuper le plus. Et puis il y a d'autres dispositions qui concernent des gros consommateurs, des chauffages de plein air aussi. Un chapitre sur les aides financières et les mesures d'encouragement. Et puis un chapitre sur l'exécution de la loi. J'y reviendrai sur certains éléments. Donc parlons de dérogation. Il y a des dérogations générales. Donc c'est clair qu'on peut demander des efforts ou des mesures que si elles sont techniquement faisables, ça paraît assez évident, qu'elles sont économiquement supportables, ça c'est jamais très facile à définir. Donc on va aussi parler de coûts externes quand on va discuter de ce genre de choses. Il y a d'autres intérêts publics qui peuvent être prépondérants. Et dans le cadre de la transition, on a quand même pas mal de soucis, de champs de tension entre l'énergie et le patrimoine. Dès que vous voulez isoler des bâtiments, dès que vous voulez mettre des panneaux solaires, vous connaissez tous des cas de gens qui se sont énervés avec ça. Il y a des dérogations spécifiques qui peuvent être liées justement à la situation personnelle, à la situation de l'entreprise si elle est concernée par des investissements. Ça peut être lié à l'âge, à la situation financière. Il y a une volonté de prendre en compte ces aspects-là. Ensuite, je vais aller un peu par thématique et pas par article, comme je vous l'ai dit. Il s'agit d'engager plus intensément le secteur public dans la transition énergétique. Donc il y a un article qui parle de planification énergétique et qui demande aux communes dans un certain délai de faire cette planification. Il y a un chapitre ou un article qui parle de l'exemplarité du canton, des administrations communales. Il y a aussi une invitation forte à se donner les moyens de contrôler que les exigences légales sont satisfaites. Beaucoup de gens partent du principe que s'il y a les exigences qui sont là, elles vont être satisfaites. Mon expérience me montre que ce n'est pas forcément le cas. J'ai presque envie de faire un sondage. Mais voilà, il faut vraiment, il y a des nouveaux entrants sur le marché parce qu'ils voient des opportunités de business. Ils ne vont pas forcément faire les choses comme il faut, mais ils vont faire de l'encaissement. Il est demandé aussi aux communes, puisqu'elles sont souvent représentées dans des conseils d'administration de différentes sociétés, de se préoccuper que la stratégie des entreprises, elle est adaptée au changement climatique, aux objectifs énergétiques. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est déjà trop tard cet article, mais moi, j'ai aussi vécu un certain nombre d'années où je voyais que les représentants des communes n'arrivaient pas à faire passer leurs idées dans des conseils d'administration, et je disais, mais vous devez vous battre. Maintenant, peut-être que ça se passe tout seul. Il y a l'idée d'avoir une commission consultative de l'énergie qui puisse, avec des gens motivés, faire des propositions, aussi se prononcer sur des projets énergétiques que la commune a. Voilà pour les communes. Ensuite, on a deux nouveautés qui ne se trouvent pas dans le MOPEC, qu'on a essayé d'introduire, et ça marche assez bien. C'est l'intérêt cantonal à des mesures énergétiques. Au niveau fédéral, dans la loi sur l'énergie, il y a un article qui dit que certains projets d'énergie renouvelable ont un intérêt national. Ça permet à ces projets d'être dans la balance lorsqu'on fait une pesée d'intérêts entre différents intérêts. On ne l'a pas au niveau cantonal,
Et ce qu'on propose, c'est pour les énergies renouvelables, j'y reviens après, mais la nouveauté, c'est un intérêt cantonal aux mesures d'efficacité énergétique. Et ça n'existe pas au niveau fédéral, et à ma connaissance pas dans d'autres cantons non plus pour l'instant. L'idée, c'est de dire, si j'ai un projet qui permet d'économiser 100 000 kWh, il a un intérêt cantonal, pour être vraiment dans la balance par rapport à d'autres intérêts. Mais 100 000 kWh, c'est déjà beaucoup. Donc on peut regarder les choses d'une autre manière, on peut aussi dire, si j'économise 30% d'énergie, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà 30%. Mais en valeur absolue, c'est peut-être pas beaucoup. Mais comme on a beaucoup de maisons individuelles en vallée, si on veut faire la transition, il faudra toutes les rénover, ou en tout cas une grande partie, d'où l'intérêt de dire, dès lors qu'on économise 30%, ça devient un intérêt cantonal, c'est la loi des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Ensuite, je reviens sur les énergies renouvelables. L'idée, c'est d'avoir cet intérêt cantonal. Il n'y a pas dans la loi ce qui est en rouge ici, ça on prévoit le mettre dans l'ordonnance de manière à possible pouvoir faire évoluer les choses. Mais une chaudière à bois qui produit 1 million de kWh par année, elle aurait un intérêt cantonal. Une installation PV de 30 kW, ce n'est pas beaucoup, mais on a reçu une remarque positive de l'Office fédéral de l'énergie quand on a eu la consultation auprès de l'Office. Nous, on a mis plus haut, ils nous ont invité à mettre plus bas, ce qu'on a fait très volontiers, évidemment. Le parc éolien qui produit 10 GWh, c'est ce qui se trouve aujourd'hui dans le plan directeur, 10 GWh comme limite, aurait aussi un intérêt cantonal. Donc ce n'est pas pour que l'intérêt énergétique prime sur les autres, c'est ce qui se discute aussi à Berne actuellement, c'est qu'au moins l'intérêt énergétique soit pris en compte dans la pesée d'intérêt. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, c'est moins facile. Là, on veut faciliter les choses avec cet intérêt cantonal. Ensuite, ce qu'on a prévu aussi, c'est que les communes puissent, elles, dans leur législation communale, prévoir un intérêt communal pour certains projets. Donc, lorsque la loi sera en vigueur, j'ai bon espoir que ça reste, vous pourrez, en tant qu'autorité communale, dire nous, on va aussi déclarer des projets d'intérêt communal. On sera bien sûr à disposition pour vous aider. Maintenant, on s'approche du secteur du bâtiment. Malheureusement, vous ne voyez pas bien. Est-ce que vous voyez le vert foncé, puis du vert clair? Vous voyez assez bien, ok. Donc, dans la loi actuelle, qui date de 2004, on s'est pas mal occupé des bâtiments neufs, avec différentes dispositions légales. Par contre, on ne s'est pas beaucoup occupé des bâtiments existants. Or, le potentiel d'économie, il est dans les bâtiments existants. D'où pas mal de dispositions nouvelles qui concernent les bâtiments existants sur lesquels je vais revenir. Alors d'abord quelques constats avant de voir si les prescriptions légales qu'on a proposées, elles sont en phase avec les défis. On a à peu près 70% du parc immobilier valaisan qui consomme en équivalent mazout, c'est ce qu'on a ici entre 0 et 22, qui consomme quand même passablement de mazout par mètre carré chauffé, c'est l'étalon qui vient aussi des normes SIA, combien on consomme par mètre carré. Et vous voyez que quand on progresse vers Minergie, Minergie-P, il y a facilement un facteur entre 3 et 6 entre les bâtiments. Donc il y a un joli potentiel si on commence à vraiment essayer d'isoler les bâtiments. Mais ce qui se passe au niveau chiffre maintenant, c'est qu'on a à peu près 115 000 bâtiments chauffés en vallée, plus ou moins X%. On a pas mal de bâtiments, à peu près 70 000 bâtiments qui ne sont pas bien isolés ou pas isolés. Et puis actuellement, dans le cadre du programme bâtiment, il y en a à peu près 650 qui sont améliorés chaque année. Si vous divisez 68 par 650, ça vous fait une centaine d'années. On n'a pas 100 ans. Donc il faut faire x2 ou x3. Donc, on n'a pas les ressources pour le suivre, et vous peut-être pas non plus. Ça, c'est un gros défi, les ressources humaines, pour relever ce défi. Même si on a la volonté, aujourd'hui, ça devient compliqué. Mais là, on n'est pas sur les rails pour relever le défi. Au niveau du parc immobilier chauffé, on a la répartition approximative suivante entre les agents énergétiques. 40 000 chauffages à mazout, 30 000 chauffages électriques, 11 000 bâtiments chauffés au gaz, les autres étant des sources d'énergie qu'on aimerait voir substituer les autres. Et là aussi, même topo, c'est de nouveau des chiffres approximatifs, mais c'est pour montrer l'ordre de grandeur du problème. Il y a à peu près 900 chauffages
qui sont remplacés chaque année, 900, peut-être c'est 1200, c'est difficile d'avoir vraiment les chiffres exacts, c'est une estimation. On a un assez bon succès avec le programme bâtiment, on a à peu près 500 chauffages qui sont remplacés, ça veut dire 500 subventions qu'on donne pour le remplacement des chauffages, mais il y a toujours des gens qui construisent aujourd'hui du bâtiment neuf avec du fossile. Ça veut dire que la diminution nette du stock de 50 000 chauffages à mazout et à gaz, c'est 300 par année. Donc vous faites 50 000 divisé par ça, ça vous fait 170 ans environ. Là non plus, on est mais loin, loin, loin du bal. Donc après, il faut prendre des mesures. Et ma conviction, peut-être que je n'ai encore pas dit ça, mais quand je suis arrivé au service de l'énergie en 1991, je me suis dit, on va informer les gens et ça va se passer. 30 ans après, je dois vous dire, ça ne suffit pas. Le défi, il est trop grand. D'où des dispositions légales pour relever le défi qui vont être un petit peu contraignantes quand même. Mais ce n'est pas contraignant pour embêter les gens, c'est contraignant parce que quand on fait du conseil, en général, on gagne. On ne peut pas conseiller tout le monde. Et là, je fais quelque part un appel à la branche. Prenez le temps de conseiller vos clients, parce que moi j'ai fait du conseil pendant plusieurs années quand on a lancé Minergie. Vous êtes trop satisfait quand les gens ils repartent de chez vous en disant on va faire comme vous avez proposé. Et du coup, une des mesures de la loi, c'est de conseiller les propriétaires de grands bâtiments à faible efficacité énergétique. Je sais pas, on a dans la loi plus de 800 mètres carrés pour les bâtiments, je ne sais plus d'avant 80. Et l'idée, c'est que le canton prenne en charge les coûts de conseil, d'accompagnement. On ne va pas faire un CECB, hein. On va accompagner les gens dans leur démarche décisionnelle, leur indiquer où aller prendre des contacts, etc. Mais un espèce de suivi de processus, mais pas faire à la place des professionnels. Ensuite, il y a... Ah oui, ça c'est le calendrier, je reviendrai sur les détails après. Il y a un article qui parle du changement de chauffage pour aller vers du renouvelable lorsqu'on change de chauffage. Il y a aussi un article qui parle du remplacement des chauffages électriques. Vous avez vu, sauf nombreuses dérogations, on va laisser sensible. Le développement des installations photovoltaïques lors d'une rénovation de toiture, et puis les dérogations. Alors notre conviction, je suis désolé, j'ai mis en page ça il y a à peine une heure, et puis l'ordinateur il fait ça un peu différemment que le mien. L'idée c'est de renforcer l'information des propriétaires sur la qualité énergétique des bâtiments, en particulier celui qui veut acheter un bâtiment. Donc l'idée c'est qu'on mette à disposition, dès lors que quelqu'un va faire la promotion d'un bien immobilier, que ce soit sur Internet, dans les vitrines des régies immobilières, que le CECB accompagne la publicité pour ce bâtiment, de manière à ce que la valeur du bâtiment soit aussi en relation avec la qualité énergétique. Alors après, il y a aussi des dérogations qui sont données, parce que les bâtiments qui sont modernes, il n'y a pas besoin tellement de se préoccuper de l'efficacité énergétique, dès lors on suppose qu'ils ont respecté les bases légales. Pour ce qui concerne le conseil, donc j'y reviens, l'article qui est dans la loi dit que les bâtiments dont l'autorisation a été délivrée avant 1980, qui font plus de 800 mètres carrés, donc on est obligé de se focaliser. Hein. Les bâtiments qui sont là, ça fait à peu près 3500 bâtiments dans le canton qui sont concernés. Eh bien, à eux, on va proposer un programme de suivi, comme je l'ai mentionné avant, financé par l'État. C'est doit être quelque chose comme 3 millions qu'on a mis au budget sur plusieurs années dans la planification pluriannuelle. Pour le changement de chauffage, ça concerne que les bâtiments d'habitation. Il leur est demandé, et ça c'est la différence entre la consultation et le projet de loi transmis au Grand Conseil. Dans le projet soumis en consultation, on avait le fait qu'il fallait aller vers du renouvelable. Dans le projet qui est parti au Grand Conseil, on dit qu'elle devrait aller vers les énergies renouvelables. Par contre, la contrainte, elle est là. Donc avant, c'est une invitation. La contrainte, elle est maintenant. On dit que si vous changez du fossile et que vous voulez remettre du fossile, il faut réduire de 20% la consommation de fossile ou les besoins. Et du coup, ça signifie qu'on peut mettre du fossile avec du solaire thermique, mettre une pompe à chaleur et plus avoir de fossile, du bois, de raccordement à un chauffage à distance alimenté par des énergies renouvelables. Il y a assez de solutions. Les cantons qui ont introduit ça, ça vient du MOPEC. Hein.
des cantons qui ont introduit cette disposition-là constatent que l'immense majorité des gens passent à du renouvelable. Ils ne remettent pas du fossile avec quelque chose. Donc vous avez l'impression que quelque part qu'on a reculé en disant on n'exige pas du renouvelable, ce qui aurait peut-être été dangereux en termes de référendum ou d'opposition au Parlement. Et puis avec cette disposition, on aura un effet vraiment fort, même si on n'exige pas du 100% renouvelable. Ça, c'est l'expérience des autres cantons qui le montrent. Après, il y a une possibilité de dispense qui n'est pas dans la loi, mais qu'on prévoit dans l'ordonnance, qui est que les bâtiments qui sont déjà bien isolés puissent remettre du fossile s'ils le souhaitent. On peut se demander pourquoi on donne une dispense quand on voit l'enjeu d'avant, mais enfin, c'est comme ça. Par contre, il y a une interdiction, il y a une interdiction de remplacer du fossile, du renouvelable, pardon, par une chaudière à gaz ou à mazout. Ça paraît normal, mais il y a aussi des gens qui ont posé des pompes à chaleur avant même qu'on les subventionne. Aujourd'hui, ils vont remplacer leur pompe à chaleur qui est ancienne, ils vont obtenir aucune subvention. Pourquoi? Parce que la loi sur le CO2 prévoit qu'on donne des subventions pour réduire les émissions de CO2. Alors ceux qui ont déjà été pionniers, ils n'ont pas forcément de reconnaissance aujourd'hui. Ils ont la déduction fiscale quand même, mais pas forcément de subvention. Parlons des chauffages électriques, sujet hyper sensible dans notre canton, puisqu'on est le deuxième canton avec le Tessin à avoir le plus de densité de chauffage électrique. Alors, il y a des chauffages électriques qui sont centralisés, ça veut dire qu'on a une chaudière électrique qui distribue l'eau chaude. Ça, c'est quand même pas trop compliqué à remplacer. Il faut savoir que depuis 2011, le chauffage électrique est interdit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des nouveaux qui ont été installés, mais je vous dis qu'il est interdit. Et là, l'idée, c'est de donner un délai de 15 ans. Ça veut dire 2011, ça fait déjà 11 ans, plus 15 ans, ça fait 26 ans. Donc après 26 ans d'installation légale du chauffage électrique, chaudière électrique, il faut l'avoir remplacé pour couvrir les besoins par une énergie renouvelable. Par contre, pour le chauffage décentralisé, ça veut dire les chauffages électriques dans chaque pièce, c'est quand même des coûts qui sont différents. On a quand même bien quelques dizaines de projets de ce type-là chaque année qu'on subventionne. On donne une subvention non seulement pour la pompe à chaleur ou le chauffage à bois ou le raccordement en cadre, mais en plus on donne une subvention supplémentaire pour les frais liés au fait qu'il faut remplacer la natte électrique ou il faut mettre des tuyaux de chauffage dans le sol ou dans des radiateurs. Là, il y a quand même, le système il est prévu comme ça, c'est lorsqu'on change le système entier, donc pas un radiateur après l'autre, mais on change tout, probablement dans le cadre d'une rénovation d'envergure, à ce moment-là, il faut remplacer le chauffage électrique par autre chose. Par contre, il n'y a pas d'exigence temporelle pour dire le chauffage électrique, vous avez maintenant, vous avez tant de temps pour le changer, quoi qu'il advienne. Ça n'existe pas dans le projet de loi. Il y a une chose qui est intéressante, je suis vraiment désolé pour la mise en page, je ne vais pas le redire encore une fois après. La commande à distance, c'est quelque chose qui est, pour les bâtiments ou les locaux qui sont occupés de manière temporaire, c'est quelque chose qui est à la fois rentable et qui offre plus de confort. Donc là, dans le projet de loi, il y a une imposition dans un certain délai de 5 ans qu'on équipe tous les bâtiments équipés de manière intermittente pour régler le chauffage à distance. Vous connaissez certainement des gens qui ont ce genre de fonctionnalité. Il y a eu une campagne fédérale sur le sujet auquel on a participé en tant que canton pilote. Ça marche vraiment bien. Toujours sur les bâtiments existants, qu'est-ce qu'on propose pour le photovoltaïque? Donc là, on dit quand vous refaites la toiture, profitez de mettre des panneaux pour faire une production d'électricité, pour couvrir une partie des besoins. Dans certaines situations, c'est peut-être quand même compliqué ou pas approprié de mettre des panneaux solaires. Donc il y a la possibilité de s'en sortir en acquérant par une participation financière un bout d'installation que peut-être quelqu'un d'autre fait ailleurs. Donc là, au niveau de l'ordonnance, on réglera un petit peu les détails. Mais l'idée, c'est de ne pas imposer, comme dans le projet qui était mis en consultation, une taxe de remplacement comme pour les abris. C'est de nouveau à la mode de parler des abris souterrains. Mais de vraiment faire en sorte qu'on peut cofinancer une installation PV ailleurs.
Puis il y a aussi des dispenses, parce que peut-être quelqu'un fait le toit, puis en même temps isole les façades, ça fait déjà des investissements conséquents. Donc quelqu'un qui fait ça n'a pas besoin de faire du solaire. Quand on fait du conseil en énergie, on se rend bien compte, c'est dans les situations diverses et variées, et selon les moyens financiers qu'ont les gens, on ne peut pas leur dire faites tout en même temps. Donc il faut tenir compte de ça. Peut-être qu'un bâtiment va être bon après rénovation parce qu'il a déjà subi une rénovation partielle auparavant. Là aussi, il ne s'agit pas d'imposer. Par contre, si on vient chez nous, on va le conseiller. Il faut toujours distinguer le conseil et l'obligation légale. Pour les bâtiments neufs, c'est franchement une petite adaptation à l'état de la technique. Il n'y a pas de grands changements. Les bâtiments neufs sont déjà, ceux qui respectent les bases légales, déjà performants. Ce qui va se passer, c'est que donc on aura un petit peu plus d'isolation qu'aujourd'hui. Pour ceux qui voudraient chauffer avec du fossile, ça va venir difficile. Donc il n'y a pas d'interdiction de mettre du gaz ou du mazout pour chauffer un bâtiment neuf, mais le système normatif qui est basé sur la norme SIA et les exigences sur l'indice énergétique du bâtiment sont telles que c'est, à moins d'avoir des épaisseurs d'isolation extraordinairement élevées, ça sera difficile de chauffer avec du gaz ou du mazout. Et puis, il y a là aussi, pour les bâtiments neufs, la demande de couvrir une partie de ses propres besoins avec une installation qui produit de l'électricité. Avec aussi l'ouverture, même que ça me paraît moins approprié encore que dans le bâtiment existant, la possibilité d'investir dans une installation qui ne serait pas sur le propre bâtiment. Ouais, le timing, je vais le tenir, c'est bon. Parlons des grands bâtiments. On a quelques articles qui concernent des grands bâtiments qui ne sont pas des bâtiments d'habitation. C'est des bâtiments commerciaux, des bâtiments administratifs. Et là, certains bâtiments ils vont avoir un impact énergétique assez élevé par la nature, par leur taille. Et on dit, avant de déposer la demande d'autorisation de construire, venez nous voir. En principe, on connaît plus ou moins bien les planifications énergétiques communales, la planification cantonale, peut-être des projets qui sont dans la région. Et il s'agit d'essayer de trouver des synergies en termes d'approvisionnement en énergie. Parce que ça ne suffit pas de faire des bâtiments performants. Il faut aussi voir dans le contexte dans lequel ils se trouvent les possibilités de synergie. Donc, voilà, dans la version en consultation, c'était un préavis du service. Là, on a adouci les choses. Venez nous voir, on discute, après vous faites ce que vous voulez. Après, il y a un article sur l'optimisation de l'exploitation. Là aussi, on le voit maintenant dans le cadre de la pénurie. On va demander peut-être, on le demande déjà, mais pas de manière forcée, faites des économies. Dans chaque bâtiment, il est assez facile d'économiser 10% d'énergie en faisant un petit peu attention au réglage, sans investir de l'argent, mais juste en optimisant le fonctionnement. C'est le même principe qui est là, c'est de dire régulièrement, faites une optimisation de l'exploitation pour des bâtiments qui sont donc non liés à l'habitat. Et puis, la remarque qui est ici en rouge sur les bâtiments faisant l'objet d'une convention d'objectifs fait le lien avec le dernier article. On est le dernier canton à proposer un article sur les grands consommateurs qui, eux, ont des possibilités d'économie d'énergie assez intéressantes qui font que ça vaut la peine de s'intéresser à eux. Ça peut remplacer les économies d'énergie de dizaines et des dizaines de maisons individuelles juste sur une mesure parfois. Donc, les bâtiments qui consomment 500 000 kWh ou 5 millions de kWh chaleur, ceux-là, il faut qu'ils prennent des mesures, qu'ils examinent quels sont les potentiels, et puis ce qui est raisonnablement exigible au niveau économique, qu'ils les mettent en œuvre. Comme on n'a pas forcément envie d'avoir plus de travail, on propose que ceux qui ont des conventions d'objectifs avec la Confédération n'aient pas besoin de s'adresser à nous, en fait. On va vérifier qu'ils ont une convention d'objectifs, et il y a beaucoup d'avantages à avoir une convention d'objectifs fédérale en termes de non-paiement d'une taxe sur le CO2, de remboursement du supplément de coût sur les transports d'électricité, ce qui fait que c'est relativement incitatif de faire une convention d'objectifs avec la Confédération. Voilà, maintenant parlons un petit peu d'exécution. Dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, ce qu'on a prévu, c'est rendre difficile la vie de gens qui veulent mettre du fossile. Donc ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un avis du service de l'énergie
dès lors qu'on veut poser une installation à gaz ou à mazout. On demande aussi, mais tout ça est guidé par l'expérience un petit peu, hein, on demande aussi que si une commune doit traiter une demande de dérogation de quelqu'un qui demande une dérogation pour X raison, un préavis du service soit demandé et que la décision soit communiquée au service. On a aussi, et c'est suite à un postulat qui a été adopté au Grand Conseil, demandé aux communes, mais ça va aussi leur rendre service, hein, ce n'est pas seulement une contrainte, de fournir un rapport annuel sur le contrôle des dossiers, le suivi des chantiers, le nombre d'installations de chauffage qui ont été remplacées. Tout ça, c'est aussi un petit peu en lien avec l'alimentation du registre des bâtiments de logement, sa mise à jour, la possibilité ensuite de mieux planifier, de faire une planification énergétique territoriale et de suivre finalement concrètement la transition énergétique sur le territoire communal. Ensuite, il y a une volonté de simplifier les procédures, ça tout le monde le demande, mais ce n'est pas toujours facile à faire. Donc il y a une modification de la loi sur les constructions qui est prévue par les mesures supplémentaires à la loi sur l'énergie. Donc il s'agit de modifier l'article 34 de la loi sur les constructions et le Conseil d'État pourra définir dans l'ordonnance des procédures simplifiées, en particulier pour les pompes à chaleur. Ça paraît bien, comme ça, c'est pas si facile. Et puis, en ce qui concerne les voies de droit, il est proposé de donner au service la possibilité de recourir contre les décisions des autorités communales et cantonales qui parfois ne tiennent pas compte des intérêts énergétiques. En résumé, c'est ça qu'on veut. Voilà, j'arrive au bout. Donc, ce projet se veut répondre autant que possible aux défis climatiques et énergétiques. Il est aussi en ligne avec la stratégie 2060 ou avec la vision 2060 que je vous ai présentée. Il est aussi cohérent avec la législation fédérale et puis cohérent aussi avec le fameux modèle de prescription énergétique des cantons. Je vous remercie de votre attention. Je me réjouis de la discussion. Merci, M. Fournier. Vous m'entendez? C'est bon? Donc, M. Fournier va rester pour la table ronde, le débat qui a lieu dans 5 minutes. Donc, on va faire 5 minutes de pause, le temps de préparer. Et puis, par contre, si vous avez des questions de compréhension sur son exposé, vous pouvez maintenant lui poser les questions. Sinon, les autres questions, gardez-les pour la fin du débat où on repassera la parole. Est-ce que vous avez des questions de compréhension sur son... Oui, Madame Morin. En tout cas, ça m'a été demandé, mais plutôt en PPT qu'en PowerPoint. Puis on essaiera de la ranger parce que comme elle est là, elle n'est pas terrible. Ouais. Et puis deuxième question, c'est est-ce qu'il est prévu dans la loi, un peu comme à Genève, l'obligation des quartiers de plus de 5000 m² ou des bâtiments de plus de 5000 m² d'avoir un concept énergétique et d'avoir Alors on a essayé, c'était un article qui était dans le projet de loi. L'avant-projet est soumis à consultation et qui ne se retrouve plus sous cette forme-là. J'ai mentionné, hein, ce qu'on va demander, c'est qu'ils viennent discuter chez nous. Mais ça ne va pas tellement plus loin que ça. Donc ça c'est un article qui a été un petit peu reculé par rapport à ce qui a été mis en consultation. Donc on peut le proposer aux communes dans le cadre de leur révision de plan de sauvegarde. Oui, voire même à la commission du Grand Conseil. Merci. D'autres questions de compréhension? Alors, si ce n'est pas le cas, on fait juste 5 minutes de pause, le temps de préparer le débat, et on se retrouve ici sans que j'ai besoin d'aller vous chercher.